Chère communauté rwandaise et amis du Rwanda, vous êtes les bienvenus sur les ondes de la radio ITEME, le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement, ARC. Radio ITEME, c'est le pouvoir de la parole. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs de la radio ITEME, chers amis de la radio ITEME, qui est le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement. Nous sommes dimanche, le 30 avril, non, le 1er mai, excusez-moi. Nous revenons dans cette émission en français. Une émission que nous essayons de vous présenter au moins une fois par mois. Nous revenons pour vous parler du Rwanda, vous parler de la situation géopolitique du Rwanda, vous parler aussi de ce que les Rwandais vivent comme souffrance, comme oppression, qui est souvent cachée par le gouvernement rwandais à travers ses lobbying, à travers ses efforts à montrer une image fausse du pays pendant que la situation sociopolitique du Rwanda ne cesse de se détériorer et d'ailleurs pendant que la situation géopolitique aussi du Rwanda ne cesse de se détériorer. Aujourd'hui, nous sommes avec des invités qui ne sont pas moindres. Nous sommes avec l'habituel Anissé Kareye et nous sommes aussi avec Emerance Kayijuka pour la première fois dans cette émission. Je vais d'abord m'assurer qu'ils nous reçoivent 5 sur 5. Je vais commencer par Emerance. Est-ce que tu nous reçois? Achille, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Pourrais-tu adresser je vous salue et merci pour votre invitation. Je salue aussi Anicette et j'espère qu'on va avoir une bonne émission. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, c'est très apprécié. Sans plus tarder, Anissé Kareye, est-ce que tu nous reçois 5 sur 5? Je vous reçois bien, Achille Kamana. Je te salue. J'adresse également mes salutations fraternelles à Emerance Kayijuka. Je salue également tous nos auditrices et tous nos auditeurs. Merci de m'avoir convié à cet échange et j'espère bien que tout va bien se passer. Merci. Merci beaucoup, Anissé Kareye. Merci pour ta participation inconditionnelle à cette émission. Et donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets, des sujets qui se rejoignent en quelque sorte. Nous allons parler plus ou moins de l'oppression que les Rwandais vivent en ce moment à l'intérieur du pays et à l'extérieur aussi. Nous allons parler du traité que le Rwanda a dernièrement signé avec l'État d'Angleterre concernant la gestion de la crise migratoire, c'est-à-dire les immigrants qui veulent s'installer en Angleterre. Nous allons aussi parler, c'est une surprise, mais nous allons parler d'une œuvre que Emerance est en train de réaliser. Ça sera une surprise vers la fin de l'émission. Donc, sans plus tarder, dernièrement, je pense que tout le monde entier a su que le Rwanda a signé un traité avec l'Angleterre, un traité en lien avec la gestion
des immigrants, des demandeurs d'asile en Angleterre. Le Premier ministre de l'Angleterre, Boris Johnson, a soutenu cette action en remerciant le Rwanda. Mais dans sa communication, il a aussi dit que cette mesure, ce traité, cette signature, cette entente vise aussi à dissuader ou à décourager les gens qui veulent aller s'installer en Angleterre. Ce qui serait un message contradictoire par rapport à tout ce que la communauté internationale sait sur le Rwanda, notamment en matière du respect des droits de l'homme. Anissé Kaleye, et puis Emerance pourra te compléter après, Anissé Kaleye, par rapport à ce traité, quel est le point de vue des autres Rwandais, des Rwandais qui connaissent bien leur pays et des Rwandais qui ont à cœur le respect de la dignité humaine? À toi la parole. Merci Achille de m'accorder la parole. Pour ce qui est de cet accord entre la Grande-Bretagne et l'État rwandais, il faudrait rappeler que ça a été signé le 24 avril dernier entre le ministre britannique Priti Patel et le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta. C'est un accord, effectivement, comme tu viens de le souligner, qui stipule que c'est une sorte de délocalisation de la question d'immigration de la Grande-Bretagne vers le Rwanda. Vous savez que normalement, ce n'est pas seulement la Grande-Bretagne qui est préoccupée par l'immigration clandestine, c'est tous les pays dits civilisés. Mais la Grande-Bretagne a une particularité parce que il y a des clandestins effectivement qui viennent des pays lointains, notamment des pays qui ont des liens historiques avec la Grande-Bretagne, ses anciennes colonies, mais qui viennent justement, qui traversent, qui viennent des pays de l'Europe de l'Est. Normalement, c'est des pays qui viennent, qui se situent sur le continent asiatique ou le continent africain. Ceux du continent asiatique viennent par les pays de l'Europe et de l'Est jusqu'en Allemagne et en France et veulent traverser vers la Grande-Bretagne. Ceux qui viennent du continent africain, normalement, traversent avec beaucoup de risques la mer Méditerranée, traversent vers l'Espagne, vers l'Italie, la France et veulent tenter leur chance pour aller vers la Grande-Bretagne. Pourquoi est-ce que tout ce monde-là veut aller vers la Grande-Bretagne au lieu de rester sur le continent européen? C'est que tout simplement, comme ça a été dit, souligné, la Grande-Bretagne a cette particularité que le marché du travail est en partie fourni par ces réfugiés clandestins. Dans d'autres pays, il est très difficile de travailler quand vous n'êtes pas dans une situation régulière du côté de l'administration, alors qu'en Grande-Bretagne, même si ce n'est pas autorisé officiellement, mais ça se fait au grand jour. Et ceux qui peuvent arriver là-bas, souvent sont des gens qui ont des familles, qui ont des réseaux et donc qui peuvent travailler facilement. Et justement, parce que beaucoup de gens veulent aller là-bas, ça crée beaucoup de tensions. Ils sont nombreux, les Britanniques se lamentent. Et donc, c'est une question qui revient parmi les préoccupations premières des Britanniques, parce que ça va de pair également avec la question de sécurité. Et donc, le gouvernement britannique cherche à résoudre ce problème. Il y a un accord qui a été signé en 2004 avec l'État français déjà, l'accord du Touquet, qui voudrait que la France surveille la frontière pour que ces gens-là n'aillent pas vers la Grande-Bretagne moyennant une participation financière de la part de la Grande-Bretagne. Mais là, ça n'a pas suffi, puisque les gens ont continué d'affluer. Et maintenant, la Grande-Bretagne, je devrais dire, le Premier ministre Boris Johnson se tourne vers le Rwanda. Et donc, c'est pour cela que cet accord a été signé. Pourquoi le Rwanda? Ça, c'est une autre question.
Est-ce que le Rwanda est un pays qui peut accepter cela? Il n'y a pas beaucoup de pays au monde, il n'y a pas beaucoup de pays en Afrique qui peuvent accepter un tel accord. Parce que non seulement c'est contre le droit international, mais c'est également contre la dignité humaine. Je voudrais dire que le fait que quelqu'un quitte son pays natal pour aller chercher une vie meilleure ailleurs, cela ne fait pas de lui un criminel. Ce n'est pas un délinquant. Il est là pour tout simplement chercher une vie meilleure pour que la vie de sa famille s'améliore. C'est tout. Mais ça ne fait pas de lui un délinquant qu'on jette à la poubelle comme cela. Et même les délinquants, il y a une façon digne de les traiter. Mais là, justement, Boris Johnson, le gouvernement britannique, a considéré que ces gens-là n'avaient pas le droit d'être respectés, qu'il fallait les envoyer dans un autre pays qui accepte tout ce qu'on lui demande. Et donc, on a signé cet accord. C'est pour cela que beaucoup d'organisations, dont la nôtre, l'Alliance rwandaise pour le changement, ont critiqué cet accord parce que c'est un accord qui est critiquable à plusieurs égards. Les organisations internationales, dont l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe des droits de l'homme, mais également des ONG, ont critiqué cet accord, ont dénoncé cet accord, et c'est un accord effectivement qu'il faut dénoncer pour des raisons que je viens d'expliquer. Du côté du Rwanda, à part Madame Victoire Ingabire qui est de l'opposition, je n'ai pas entendu beaucoup de voix critiques. Il y a également le président du parti Green Party, le député Frank Habineza, qui a également osé critiquer. Mais les autres partis, les autres organisations, même les personnalités qui normalement aiment émettre quelques réserves sur les décisions gouvernementales se sont tues. C'est une honte. C'est une honte parce que ce qui s'est passé, ce qui a été signé, c'est contre tout simplement la dignité humaine et il faut le dénoncer comme nous l'avons fait, comme beaucoup d'autres personnalités, comme beaucoup d'autres organisations l'ont dénoncé, l'ont critiqué et c'est ce qu'il fallait faire. Merci Achille. Merci Anissé Kareye. Avant de passer la parole à Émérance, j'aimerais que si c'est possible, j'aimerais que tu expliques à nos auditrices et auditeurs par quel mécanisme est-ce que le Rwanda parvient à signer ces accords alors que c'est un pays qui a une assemblée nationale, c'est un pays qui a justement un gouvernement, c'est un pays qui a un système judiciaire. J'aimerais que les gens comprennent comment le Rwanda fait pour signer ce genre de traité et comment le Rwanda fait pour signer d'autres traités aussi qu'ils ont signés. Notamment, on sait très bien qu'il y a beaucoup de militaires rwandais qui sont au Mozambique et on ne sait pas par quel moyen est-ce que cette décision a été prise. Est-ce que tu pourrais prendre 2-3 minutes pour expliquer à nos amis, à nos auditrices, auditeurs, par quel moyen quel est le moyen que le Rwanda utilise pour pouvoir signer ce genre de traité, sans que la population ou sans que les instances ou les institutions n'aient la parole là-dessus? Bon, tu as raison de souligner cet aspect institutionnel de l'accord. Normalement, c'est un accord qui devrait passer par l'Assemblée nationale, le Parlement. Il y a 2 chambres au Rwanda, il y a le Sénat, il y a la Chambre basse. Normalement, il devrait y avoir une discussion au moins au Parlement. Mais là, tout simplement, c'est 2 ministres qui se sont rencontrés, qui ont signé, qui ont fait une conférence de presse et tout est passé comme cela. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il y a une sorte d'irrespect des institutions de l'État rwandais parce que justement, on ne respecte pas le Parlement.
tu m'as demandé de prendre 2 ou 3 minutes et je ne vais même pas les utiliser. Tout simplement, il faut dire que le Rwanda est une autocratie. Tout ce que décide le président Kagame doit être appliqué à la lettre, c'est tout. Donc, il y aurait pu y avoir une sorte de formalité, parce que même si cet accord avait été présenté au Parlement, personne n'aurait osé contester. Ça ne se fait pas dans notre pays, justement, parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui décide, et tout le monde suit à la lettre. Mais au moins, cette formalité, si elle avait eu lieu, on aurait compris, ce qui n'a pas été le cas. Donc, ce que tu me demandes tout simplement, c'est de dire clairement que le Rwanda est une autocratie, et c'est justement là le problème. Les malheurs que vit le peuple rwandais viennent de là. C'est qu'il n'y a qu'une seule personne qui décide et tout le monde doit suivre. Et donc, le ministre Vincent Biruta était là pour représenter Paul Kagame, tout comme Priti Patel représentait Boris Johnson, mais c'est un accord entre 2 personnalités politiques, le chef du gouvernement britannique et le chef de l'État rwandais, sans passer par les parlements, et c'est honteux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anissé. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vais interpeller Emerance Kayijuka. Emerance, par rapport à cet accord, c'est vrai qu'au début de l'émission, j'ai dit qu'on allait parler d'une œuvre que tu es en train de réaliser. J'avais dit qu'on allait en parler à la fin de l'émission, mais je juge important qu'on en parle en ce moment parce qu'il y a un lien. Par rapport à l'intervention d'Anissé Kalégué et par rapport à cette défaillance institutionnelle qui est due à la logique autocratique dans laquelle le Rwanda est gouverné, quelle serait ton intervention par rapport à cela? Et est-ce que tu pourrais aussi faire un lien avec l'œuvre que tu es en train de réaliser? Je rappelle que Emerance Kayijuka intervient souvent sur la radio ITM en Kinyarwanda dans une émission qu'on peut intituler en français Discutons ou Débattons. L'émission s'appelle Tuganile. Mais Emerance a un vécu, Emerance est originaire de Rwanda, elle a un vécu et en ce moment, elle est en train d'écrire un livre qui reflète plus ou moins son vécu. Donc, par rapport à l'intervention d'Anissé Kalégué et par rapport aussi à ton livre, quelle serait ton intervention? La parole est à toi. Merci Achille et merci aussi à Anissette qui vient d'expliquer. Je vais commencer par remercier Monsieur le Président Johnson, Boris Johnson. Pourquoi je le remercie? C'est parce qu'il a dit la vérité. Il a dit la vérité. Envoyer les gens au Rwanda, c'est comme une punition. C'est une vraie punition. Vraiment, et contrairement à ce que mon frère Anissette a dit en disant qu'il était étonné que personne n'a rien dit, moi, je ne suis pas étonnée parce que si ces membres du Parlement ne peuvent pas dénoncer les crimes contre les Rwandais, est-ce qu'ils vont dénoncer les crimes qui vont être commis contre les immigrants étrangers? Ça, je ne le vois pas. Mais alors, comme tu m'as demandé, Achille, oui, comme tu viens de le signaler, je suis en train d'écrire un livre et mon livre, c'est un récit de témoignage d'une rescapée du génocide. Le livre a comme titre « Quand chez toi ne sent plus comme chez toi ». Donc, je l'ai écrit en anglais.
Ça, c'est la traduction que j'ai pu faire. Donc, le livre, alors, le titre en anglais, ça dit ça dit The Terrible Truth About the Truth. The Terrible Truth About the Truth. Mais ça a aussi des sous-titres. Quand chez toi ne sent plus comme chez toi et quand l'étranger sent comme l'étranger. Donc, pour parler de ce qui est en rapport de ce que nous sommes en train de parler, le sous-titre donc, qui est dans la première partie de mon livre, Quand chez toi ne sent plus comme chez toi, c'est là où je peux élaborer. Donc, le livre parle d'un couple qui est composé d'un Tutsi et d'un Hutu, puisque ça, ce sont les réalités du Rwanda. Et le couple qui est mixte. Donc, qui est mixte, c'est Mike et Emma. Emma est un Tutsi et Mike est un Hutu. Et malheureusement, le couple traverse beaucoup de problèmes à cause de leur relation qui est mixte. Donc, le couple a le désir d'être inclus dans leur propre communauté, mais malheureusement, il est rejeté par leur propre communauté. Juste parce que ils sont différents. Donc, ils sont Hutu et Tutsi. Donc, le livre décrit les routes chaotiques et presque meurtrières qu'a traversé Emma et Mike, ainsi que les conditions horribles dans lesquelles ils se sont retrouvés depuis la nuit du 6 avril, jour de l'attentat de l'avion de Habyarimana, jusqu'à la victoire du président actuel du Rwanda. Moi, je ne dis pas que c'est la victoire des Rwandais ou de beaucoup de personnes, puisque pour moi, c'est la victoire du président Kagame. Et alors, je dis, bien que 3 mois ne semblent pas très longs, ils étaient assez longs pour que Emma perde presque tous les siens et tous ses biens. Et elle et Mike, ils commencent une vie à zéro, mais avec beaucoup d'optimisme et d'espoir. Malheureusement, il ne fait pas long avant que Emma et Mike ne se rendent compte que la fin du génocide ne signifiait pas la fin de leurs problèmes et cela entraîne leur exil à l'étranger. Alors, si je m'arrête là, c'est-à-dire que le couple ne se sent pas chez eux, même s'ils sont chez eux, Achille. Alors, on dirait, si tu entends cette histoire, tu peux dire que oui, ça c'est l'histoire qui se rapporte au temps d'avant le génocide ou pendant le génocide, mais que les choses sont mieux aujourd'hui. Malheureusement, les choses ne sont pas beaucoup mieux aujourd'hui. Et moi, je peux dire que la situation qu'on a traversée pendant la guerre, jusqu'à maintenant, la situation, les Rwandais, la souffrance des Rwandais a malheureusement, je ne sais pas si je peux dire, elle a augmenté, puisque quand même, il y a eu le génocide, mais je te jure que le génocide se fait contre les Rwandais, donc il y a les homicides chaque jour au Rwanda. Il y a quelqu'un qui va être abattu. Alors, oui. Donc, le livre
tu peux me demander pourquoi je lui ai donné le titre « La vérité terrifiante de la vérité ». C'est ça que je peux traduire. Donc, « The terrible truth about the truth », c'est que Emma and Mike, donc, OK, d'abord, ce qui m'a inspiré avec ce titre, c'est j'ai été inspirée par la chanson d'un chanteur, Lucky Dubé, dans sa chanson You Stand Alone, là où il dit dans ce monde, quand tu dis la vérité, donc il dit que les gens, quand ils sont devant le juge, ils jurent toujours de dire la vérité et rien que la vérité. Mais ils finissent par mentir. Et le chanteur dit, au fait, il sait pourquoi on finit par mentir. C'est parce que dans ce monde, quand tu dis la vérité, tu te retrouves seul. Tu te retrouves tout seul. Alors, Emma et Mike se retrouvent tout seuls. Emma et Mike, c'est un couple qui est mixte, un couple qui devrait donner, qui est un exemple, parfait. C'est un couple qui n'est pas penché ni sur le côté des Hutus, ni sur le côté des Tutsis, et qui n'a pas cette haine qui identifie les Rwandais parce que ils ne prennent pas de parti. Mais malheureusement, ils sont isolés et ils sont détestés pour ça. Alors, même si c'est un couple qu'on devrait prendre comme un couple exemplaire, vu qu'ils ne s'impliquent pas dans la haine dans laquelle les autres Rwandais s'impliquent. Malheureusement, le couple se retrouve seul. C'est pour cela que je lui ai donné le titre la vérité terrifiante de la vérité. Et alors, Achille, si je m'arrête là, je dirais que malheureusement, cette vérité terrifiante de la vérité, c'est toujours la situation au Rwanda. Les Rwandais vivent dans la vérité terrifiante de la vérité. Toutes les fois que quelqu'un se tient pour dire la vérité, toutes les fois que quelqu'un se tient debout pour dénoncer ce qui ne va pas, il se retrouve en prison. Et ça, c'est pas... je crois que ça, c'est vraiment connu. Le Rwanda, on dit que le plus grand business qu'ils font, c'est construire des prisons. Au lieu de construire des business, ils détruisent les business et ils construisent les prisons. La prison au Rwanda est trop remplie. Des fois, beaucoup de fois, on est obligé de tuer quelques-uns pour trouver une place où mettre les autres. Donc, c'est ça, c'est la vérité au Rwanda. Et malheureusement, oui, c'est ça. Mais alors... Emerance, excuse-moi. Justement, tu viens de toucher un point sur lequel je voudrais vraiment t'interpeller. Merci, premièrement, d'avoir osé écrire ce livre. Un livre qui est très intéressant. J'ai eu la chance de lire une partie de ce livre-là et j'invite les gens à vraiment, dès qu'il sera en ligne, en vente, j'invite les gens à l'acheter parce que c'est un livre qui est très inspirant et qui dévoile une autre réalité de la population rwandaise à travers justement le couple Emma Kay et Mike. Mais je voulais en fait t'interpeller sur justement cette souffrance, cette oppression que les Rwandais vivent jusqu'à nos jours. Et je rappelle que en 90, il y a eu une guerre entre le Front patriotique rwandais et le gouvernement du Rwanda, une guerre qui a abouti au génocide contre les Tutsis
qui a commencé le 7 avril, mais avant cela aussi, il y a des gens qui étaient assassinés un peu partout. Il y a eu une élite politique qui a été aussi assassinée et il y a eu des millions de victimes de cette guerre et de ce génocide, euh, des millions de victimes au Rwanda et dans la sous-région. Il y a eu des impacts dans la sous-région. Et le président rwandais, l'autocrate Paul Kagame, s'attribue souvent et très souvent le mérite d'avoir été la personne qui a arrêté le génocide. Cependant, après le génocide contre les Tutsis, nous savons très bien que d'autres Tutsis sont morts au Rwanda. Et ils ne sont pas morts par une mort naturelle, ils sont morts parce qu'ils ont été assassinés par le régime en place. Alors, j'aimerais t'entendre là-dessus et je sais que ta famille particulièrement a été et est toujours victime de ce régime à cause de plusieurs choses, mais des choses qui sont injustifiées. On ne peut pas, euh, on ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il a eu du succès euh, à travers ses entreprises. On ne peut pas tuer une personne parce qu'elle ose dire la vérité. On ne peut pas emprisonner une personne parce qu'elle ose briguer la présidentielle au Rwanda. J'aimerais que tu prennes 2, 3 minutes pour nous parler de cette souffrance, mais en utilisant ou bien en te servant de l'exemple de votre famille. Merci. Ah, merci Achille. Oui, ma famille, c'est... peut-être que vous en connaissez mieux que je n'en connais, parce que je te jure, Achille, quand chaque matin que tu te lèves, tu dois consulter le téléphone pour voir ce qui se passe dans ta famille, pour remarquer que ta famille est toujours à la une. Ça, c'est stressant et c'est déprimant. Je te jure que des fois, je ne veux même pas ouvrir mon téléphone. C'est pour cela que peut-être tu as remarqué que quand tu m'envoies des messages, beaucoup de fois, je ne les trouve même pas parce que je te jure, c'est stressant. C'est stressant. Et des fois, je préfère fermer les yeux ou fermer mes oreilles pour ne pas entendre la persécution qui est infligée à ma famille. Mais pourquoi ma famille? Ce n'est pas ma famille seulement. C'est pas ma famille seulement qui est persécutée au Rwanda, comme nous tous, nous le savons. Il y a beaucoup de familles qui sont persécutées. Même hier, je regardais quelqu'un, un enfant qu'on a tué devant ses parents et ils emportent le corps. On ne sait même pas si c'est le corps, on ne sait même pas si l'enfant est mort. On l'emporte. Les parents étaient en train de pleurer et ils disaient, ils ne peuvent même pas leur montrer le corps de leur enfant. On ne sait pas pourquoi on fait ça. Il y a même des soupçons qu'on a commencé à faire qu'ils vendent des organes humains parce que ça ne s'explique pas. On vient, on prend ton enfant, on l'emporte, on le rapporte, on le ramène quand il est endommagé dans la poitrine. Pourquoi? On ne sait pas. Alors, oui, revenons à ma famille. Oui, je disais, pourquoi ma famille? Pourquoi c'est ma famille qui est dans les journaux tous les jours? Est-ce que ma famille est la plus importante que les autres familles? Est-ce que ma famille est Émérance, plus précieuse? excuse-moi, juste pour que les gens comprennent bien ce que tu es en train de dire. Quand on Ouais. parle de pays, on parle beaucoup du nom Rwigara Assinapol, qui était un businessman. Oui, Achille, Voilà. c'est ce que je vais expliquer. C'est ce OK, que je voilà. vais expliquer. Je vais expliquer pourquoi ma famille, parce qu'on parle en français, peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne sont pas rwandais nécessairement et qui ne connaissent pas ce qui se passe, qui ne savent pas ce qui se passe. Alors, comme tout le monde, tous les Rwandais savent
l'histoire de ma famille, de Rwigara. Mais pourquoi ma famille? C'est parce que, oui, je viens d'une famille où j'avais mon beau-frère, Rwigara Asnapor. Il était un grand homme d'affaires qui était vraiment, qui avait réussi. Et il a été assassiné sous les ordres de Kagame en 2015, en février 2015. Il a été assassiné et on a voulu que la famille dise que c'était un accident parce que on a fait comme un théâtre et on a fait croire que c'était un accident, mais donc, je reviens sur la question, pourquoi ma famille est celle qui revient dans les journaux alors que les autres familles aussi souffrent? C'est parce que ma famille, c'est la première, elle a été la première qui n'a pas voulu répéter ce que le FPR, ce que monsieur le président Kagame a voulu qu'ils disent au public. Ils ont dit non, notre membre de famille n'est pas mort d'accident, il a été assassiné. Alors, quand ils ouvrent la bouche, ils doivent subir une punition, Achille. Quand ils ouvrent la bouche, ils doivent être punis. Et ils sont punis chaque jour. Chaque jour, ma famille a une punition qu'elle doit subir. Vous savez bien, après avoir donc tué le père de la famille, ils ont emprisonné ma soeur et sa fille, Diane. Ils ont passé toute une année en prison. Après avoir été relâchés, ils ont détruit leur propriété, leur hôtel devant leurs yeux. Et après l'avoir détruit, ils leur ont donné une facture de $200,000. Il y a une vidéo que j'ai faite sur mon YouTube, Emake, Never Take Anything for Granted. J'ai fait une erreur, j'ai dit $10,000, je ne sais même pas où est-ce que j'ai eu ce chiffre. $200,000 pour payer la compagnie qui a détruit leur propriété. S'il vous plaît, pensez-y. Et puis, vous savez bien comment on a procédé à saisir leurs biens un par un. On sait combien de fois ma soeur se rend à la cour pour contester alors qu'elle sait que la décision a été déjà prise par le président Kagame, puisque c'est lui qui prend toutes les décisions. Alors, tu vas à la cour, tu passes là des jours, tu payes l'avocat et tu sais bien que tu es en train de payer alors que ton cas a été tranché, alors que la décision a été déjà prise et tu dois le faire chaque semaine. Tu dois y aller, tu dois te rendre à la cour. Chaque semaine, tu dois recevoir des mauvaises visites des policiers qui viennent cogner ta porte et détruire ta maison et qui forcent et qui entrent dans ta maison par force pour te terroriser, te frustrer. Achille, c'est trop. Tout ça parce que les membres de ma famille n'ont pas voulu se taire, parce qu'ils ont osé ouvrir la bouche, alors qu'au Rwanda, on n'est pas autorisé d'ouvrir la bouche. On tue le membre de ta famille, on te dit comment tu dois communiquer au public ce qui s'est passé. On le voit tous les jours. Mais ma famille, parce qu'elle a dit non, on ne va pas dire ce que vous nous dites de faire. Nous allons dire la vérité. Et si tu dis la vérité, tu ouvres ta bouche et on la ferme pour toi. Et ce n'est pas seulement ma famille qui subit ça, c'est tout le monde.
mais c'est seulement ma famille qui a pu ouvrir leur bouche. Mais elle a servi d'exemple aux autres aussi. On a vu les autres qui ont quand même essayé d'ouvrir leur bouche. On connaît Karasira Aimable, qui avait une radio, une chaîne sur YouTube. Et il a osé dire que les siens, c'est un Tutsi Karasira, c'est un survivant du génocide, comme tu m'as posé la question. Il ose ouvrir la bouche et dire que beaucoup de ses membres, il y a des membres de ces membres qui ont été tués par les Hutus, mais aussi beaucoup de ces membres ont été tués par Imotani, par le FPR. Et il ose dire la vérité. Et maintenant, où est-il? Il croupit dans la prison et on ne sait même pas s'il va sortir vivant. Il y a Madame Ida Manje, qui en a eu le bol, et elle a dit, ça c'est assez. Ça c'est assez. Elle a ouvert la bouche. Elle a dit, moi, je ne suis pas d'accord avec les traitements qui sont infligés aux Rwandais. Elle a parlé pendant, je crois, elle a fait 3-4 vidéos et on a dit c'est trop, tu parlais trop. Maintenant, elle est dans la prison, elle est en prison. On ne sait pas si elle va sortir de là. Il y a aussi Rachid qui a aussi essayé d'ouvrir sa bouche et on l'a fermé en l'emprisonnant. Il est en prison maintenant. Théo, c'est un journaliste. Il est aussi derrière, il est aussi en prison. Il y a beaucoup de cas, je peux les citer et je ne vais pas trop parler parce qu'il y a beaucoup à parler quand on parle de la persécution des Rwandais contre les Rwandais Achille. Allô, Achille? Oui, merci Emerance pour ton intervention, pour ce témoignage. Est-ce que si tu m'entendais? Je vois que mon mute était... Oh non, on t'a très bien entendu. Ok, d'accord. Merci. Merci beaucoup Emerance et j'espère que à la prochaine émission, tu seras là aussi parce que tu as beaucoup à nous partager, tu as beaucoup à partager aux amis du Rwanda et aux Rwandais en général. On va parler de notre sujet et je pense que ce sera le dernier sujet parce qu'on ne veut pas s'éterniser aussi. On va parler de la situation géopolitique du Rwanda, notamment l'insécurité. L'insécurité dans la sous-région, dans la République, en République démocratique du Congo, où il y a plusieurs groupes armés qui ne cessent de déstabiliser le pays et par conséquent, il y a plusieurs déplacés, il y a plusieurs morts, des vies innocentes qui partent sous silence. Et donc, il y a eu une initiative dernièrement qui a été prise par les pays de la communauté les pays de la communauté de l'Afrique de l'Est, communément appelée en anglais East African Community. Il y a eu une forme d'entente où ils essayent de résoudre ces problèmes par la voie du dialogue. Anissé Kaleye, tu es membre de l'Alliance rwandaise pour le changement, tu es chargé des réformes institutionnelles, c'est-à-dire tout simplement de la gouvernance. Par rapport à cette vision de l'EAC, la East African Community, par rapport à cette volonté justement de mettre fin aux conflits armés par la voie du dialogue, qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs, auditrices, et quelle est la position du Rwanda en ce sens, sachant qu'il y a des groupes armés rwandais qui sont installés en République démocratique du Congo et qui n'ont pas fait partie justement des groupes qui ont été cités
dans ce projet. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux Rwandais, aux amis de Radio Itémé et aux amis justement, aux Africains ou bien à la communauté internationale qui écoutent notre point de vue à travers la Radio Itémé? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire par rapport à cela? Ouais, je te remercie, Achille. Comme nous l'avons tous suivi, il y a eu une décision, comme tu viens de l'évoquer, des pays de la communauté des États de l'Afrique de l'Est qui ont décidé de s'occuper à bras le corps, de prendre à bras le corps le problème de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez que c'est une région qui est déstabilisée depuis longtemps, depuis la fin de la guerre et du génocide au Rwanda en 1994, lorsque des millions de réfugiés rwandais se sont installés là-bas. Et puis, l'attaque du FPR en 1996-97, même après la deuxième attaque, il y a eu toujours des problèmes de sécurité dans ce pays-là. Et vous savez que depuis 20 ans déjà, il y a un contingent de casques bleus qui est là. On se demande ce qu'il fait d'ailleurs, parce que les problèmes ne font qu'empirer. Et donc, le problème persiste depuis longtemps. Et depuis son arrivée au pouvoir, le président Félix Tshisekedi a mis parmi ses priorités la résolution de ce problème des réfugiés, de sécurité dans la partie est de son pays. Vous savez que la République démocratique du Congo vient d'adhérer à cette communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et la première chose, l'une des premières décisions concernant le Congo, justement, c'est la résolution de ce problème. Les discussions qui ont eu lieu à Nairobi, justement, ont abouti à cette résolution qu'on peut résumer en 2 points. D'abord, concernant les groupes armés qui combattent le gouvernement congolais a accepté les discussions. Et il y a eu des pourparlers d'ailleurs qui viennent de s'achever la première phase de ces discussions-là entre la présidence des émissaires de la présidence du Congo et une trentaine de groupes armés viennent de s'achever justement à Nairobi. C'est la première chose. C'est un premier point. Pour ce qui est des groupes armés qui ne combattent pas le gouvernement congolais, mais qui combattent les gouvernements des autres pays de la région, de la sous-région, il a été décidé de demander à ces groupes-là de déposer les armes de bon gré, et s'ils ne le font pas, ils seront considérés comme des forces négatives. Troisième point, on a décidé de mettre sur pied une unité des forces armées de tous les pays de la communauté des États de l'Est, de l'Est africain, qui vont aller combattre les groupes armés qui n'auraient pas accepté de déposer les armes. Je crois que c'est ça, en résumé, les décisions qui ont été prises. Seulement, ce sont des décisions qui soulèvent quelques questions. Premier questionnement, si on demande à l'État congolais et qu'il accepte de discuter avec les groupes armés qui combattent son gouvernement, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas la même chose aux groupes armés, aux autres pays de la sous-région, de discuter avec les groupes armés qui les combattent? C'est ça la première question. Vous savez par exemple qu'il y a Redi Tabara qui lutte contre le gouvernement de Bujumbura, il y a les FDLR, Rud Urunana, FLN qui combattent le gouvernement rwandais, et il y a ADF Ndalou qui combat le gouvernement ougandais. Pour ne citer que cela, je pense que j'en ai oublié, certainement. Donc, on dit pourquoi ces 2 poids 2 mesures. Si vous mettez en avant la discussion, les pourparlers, la résolution des conflits par la paix,
Pourquoi le demander à l'État congolais et ne pas le demander aux autres pays de la sous-région? C'est un problème. C'est une question que l'on est en droit de s'opposer. Deuxième question, est-ce que la résolution de mettre sur pied un contingent armé conjoint à tous les pays de la sous-région, est-ce que ça va se faire? Rien n'est plus embêtant que de prendre une décision dont l'efficacité est mise en doute, qui ne sera certainement pas mise en pratique. Pourquoi? Parce que déjà, ces pays que je viens de citer, si on ne leur a pas demandé de discuter avec les groupes armés qui les combattent, c'est que d'abord, ils ne le veulent pas. Vous ne pouvez pas demander au gouvernement rwandais de discuter avec les FDLR. Vous savez, l'ancien président de la Tanzanie a essayé, vous avez vu le résultat, une sorte d'inimitié horrible de la part du gouvernement rwandais, du président Kagame lui-même. Donc, on ne peut pas demander que le gouvernement rwandais discute, par exemple, avec les FDLR. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on peut se demander, je pense que le président Tshisekedi se pose lui-même la question, pourquoi est-ce que les groupes armés qui combattent le gouvernement congolais se trouvent tous à l'est du pays, dans la région du Kivu Sud et Kivu Nord? Si vous voulez combattre le gouvernement congolais, vous pouvez avoir votre base, disons, en Équateur ou à Kasaï oriental. Et non, ils sont tous dans la région de l'Est. Pourquoi? Parce que justement, ces groupes armés, soi-disant, prétendument, qui combattent le gouvernement congolais, ont des liens forts avec les pays limitrophes, à savoir le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Donc, si vous voulez discuter comme les discussions que j'encourage d'ailleurs, qui ont eu lieu à Nairobi, si vous discutez avec ces groupes armés sans associer les pays qui les pilotent, ça ne marchera pas. C'est une question aussi qu'on est en droit de se poser. Et puis, on se demandera pourquoi ces pays normalement qui soutiennent les groupes armés accepteraient de participer à un contingent armé pour aller combattre les mêmes groupes armés. Donc c'est pour cela que je dis que l'efficacité de cette décision-là laisse à désirer. Je ne vois pas comment ça va se faire. Vous allez mettre sur pied une armée dans laquelle vont participer tous les pays. Mais comment croire que le Rwanda va participer à une opération, prendre part à une opération qui va déraciner Redi Tabara à l'est de la République démocratique du Congo, alors qu'on sait que Redi Tabara est une création de Paul Kagame. Comment accepter d'aller déraciner le groupe armé qu'il a lui-même créé? Donc, c'est ça les questions que j'ai. C'est bien que la communauté des États de l'Afrique de l'Est décide de s'occuper de ce problème du Congo, de l'Est et du Congo, mais il y a plusieurs questionnements, moi qui me laissent perplexe, et je doute fortement que les décisions qui ont été prises pourront être mises en pratique. Voilà, sinon, je pense que c'est la première étape. La deuxième étape devrait dire, comme je viens de le souligner, d'obliger tous ces pays membres à engager des discussions concrètes avec les groupes armés qui le combattent. Et que tous les pays soient associés, se mettent autour d'une même table pour discuter réellement pourquoi tel pays va soutenir un groupe armé pareil. Se parler franchement, une discussion franche et dure,
Je pense que c'est ça qui pourra mettre tous les pays d'accord et amener finalement la paix, non seulement dans l'Est de la République du Congo, mais dans la région en général. Voilà, merci Achille. Merci beaucoup, Anissé Karégué, pour cette intervention. Et sur le dernier point que tu viens de mentionner, je comprends très bien que c'est la position de l'Alliance rwandaise pour le changement, c'est-à-dire résoudre les différends, résoudre les conflits et résoudre la crise socio-politique et économique du Rwanda par la voie du dialogue, un dialogue entre le gouvernement rwandais et les autres Rwandais qui sont majoritairement dans les partis d'opposition. La majorité d'entre eux sont à l'extérieur, à l'étranger, justement à cause de la fermeture de l'espace politique au Rwanda. Mais au-delà de la fermeture de l'espace politique au Rwanda, il y a aussi une oppression sanguinaire exercée par le président Paul Kagame. Voilà, merci beaucoup encore. Émérance, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter avant qu'on mette fin à notre émission d'aujourd'hui. Pas grand-chose, Achille, mais je voulais revenir sur une déclaration que le président Kagame a fait un jour. Il disait que quand il n'est pas en train de faire la guerre, qu'il ne se sent pas dans sa peau. Donc, il se sent confortable quand il est en train de se battre. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Et ce que je voulais ajouter, c'est que malheureusement, comme la priorité de notre président est de faire les guerres, donc le budget du pays est investi toujours dans ces guerres. Il s'est investi dans les choses pour protéger le protéger pour qu'il reste au pouvoir pendant l'éternité. C'est là où il investit tous les fonds du pays. Et la conséquence, c'est que les Rwandais en souffrent. La faim ravage le pays. Les Rwandais vivent dans la misère. Il y a beaucoup d'étrangers qui visitent le Rwanda. Ils s'en vont et ils visitent Kigali et ils pensent qu'ils ont visité le Rwanda. Il faut qu'ils aillent dans les périphéries, dans les autres provinces et voir la misère dans laquelle les Rwandais vivent. Les Rwandais sont des homeless, sans-abri. Ils sont des sans-abri. Ils ne peuvent même pas manger. Ils n'ont rien à manger. Ils n'ont pas de non, je dis tout ça, c'est ce que je voulais ajouter, c'est que ça a des conséquences sur la population rwandaise et je le dis aussi pour que ces immigrants qui vont rejoindre le Rwanda sachent ils ont la chance d'écouter notre émission, qu'ils sachent ce qui les attend. Le Rwanda, ce n'est pas Kigali. Le Rwanda, c'est plus que Kigali. Et puis même à Kigali, c'est une petite région qui est près de l'aéroport, qui a une bonne image, mais c'est pas tout. Il y a beaucoup de problèmes de misère et de pauvreté que souffrent les Rwandais. Et c'est ça ce que je voulais ajouter. Merci. Merci beaucoup, Émérance, et merci Anissé Karégué aussi d'avoir participé à cette émission. J'espère et je promets à nos amis de la radio ITEME, aux auditeurs, auditrices de la radio ITEME,
que nous reviendrons très bientôt pour leur parler encore une fois du Rwanda. Notre objectif est de dénoncer les bavures et l'oppression sanguinaire que subissent les Rwandais à l'intérieur du Rwanda et à l'extérieur du Rwanda. Donc, notre émission tire à sa fin. Je remercie beaucoup notre équipe du soutien technique qui nous aide à mettre en place ces émissions et à faire en sorte que une grande partie des gens puissent nous suivre et nous écouter. Je remercie aussi ceux qui nous suivent et leurs commentaires qui sont très constructifs. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine. Donc, on finit notre week-end et bon début de semaine à Nissé Kareye et Emerance Kayijuka. Merci, vous étiez avec Achille Kamana sur les ondes de la radio ITME. Bonne journée et à la prochaine. Merci Achille, bonne journée. Merci tout le monde. Merci à vous. Merci. Je suis né dans un petit pays, non loin de l'équateur. Je suis né dans un petit royaume, sans accès à la mer. Mais malgré qu'il soit petit, les gens y sont nombreux. Oh, Jean-Michel, tu es le paradis et Dieu m'a choisi. Chez moi le temps est toujours beau, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de neige, et durant les 4 saisons, tout fleurit, et les ruisseaux sont splendides, sous un soleil ardent. Oh, Jean-Michel, tu es le paradis, et Dieu m'a choisi. Quand j'étais petite, je gardais les troupeaux. Et comme j'étais unique à la maison, je m'isolais souvent au pâturage. J'écoutais les chansons des oiseaux et le vent soufflait et la nature me souriait partout. Oh, Jean-Michel, tu es le paradis et Dieu m'a choisi. Quand je contemplais l'univers, jonché de mystère, et que je vois les merveilles de l'époque où je vis, je remercie le bon Dieu qui m'a donné la vie, l'ouïe, le goût pour tous ses filles. Oh, Jean-Michel, tu es le paradis et Dieu m'a choisi. Si je pouvais voyager dans le monde entier, j'aurais de quoi critiquer, de quoi apprécier, et mes connaissances seraient élargies. Telle est ma soif et jamais suivie.